Désolée. Donc, Je vais te faire démarrer l'enregistrement. Alors, on y va, c'est prêt. bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Dominique Tremblay. Je suis directrice aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire, premier d'une série de 3 portant sur la modernisation du régime de santé et de sécurité de la CNESST. Ces 3 webinaires seront présentés par notre partenaire Solutions Mieux-être LifeWorks afin de vous aider à mieux comprendre vos nouvelles obligations en lien avec les normes du travail. Comme celles-ci sont en vigueur depuis le 6 avril dernier et bien que nous en ayons parlé dans nos publications, nous trouvions important de vous accompagner le mieux possible dans leur application dans votre établissement. Nous sommes conscients que c'est un autre gros morceau à absorber, que ça amène de la complexité à la gestion quotidienne de vos établissements, surtout dans la situation actuelle, mais vous aurez des explications dont vous avez besoin avec les expertes en la matière de solutions Mieux-être LifeWorks. Sans plus tarder, je donne la parole aux animatrices d'aujourd'hui qui pourront se présenter elles-mêmes, soit Mesdames Maryse Desjardins, Émilie Raymond et Josiane Quintal. Merci, Madame Tremblay. Ça nous fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Mon nom est Maryse Desjardins. Je suis gestionnaire du service de formation en santé et sécurité pour Solutions Mieux-être LifeWorks. Vos présentatrices aujourd'hui, moi, je vais jouer le rôle d'animatrice et de modératrice, donc je vais m'occuper de répondre à vos questions dans le clavardage et d'animer la période des questions à la fin. Nos 2 présentatrices sont 2 collègues hors pair en santé et sécurité au travail. D'abord, Émilie Raymond. Émilie est détentrice d'un baccalauréat en relations industrielles à l'Université de Montréal. Elle est membre de l'Ordre des CRHA. Elle a été conseillère en gestion de l'indemnisation un peu plus d'1 an et maintenant conseillère en prévention depuis plus de 6 ans et intervient quotidiennement dans plusieurs secteurs d'activité économique, dont évidemment des membres de notre mutuelle ARQ. Et elle agit aussi comme formatrice au sein du programme de développement des compétences de notre équipe. Josiane, pour sa part, Josiane Quintal est détentrice d'un bac en administration des affaires avec une spécialisation en gestion RH. Elle travaille en gestion des réclamations des dossiers de CNSST depuis près de 20 ans auprès de toutes sortes d'employeurs dans l'industrie de la restauration. Elle occupe aussi un poste de conseillère principale pour sa part en gestion des dossiers dans la mutuelle, pour les mutuelles de prévention là, de Solutions Mieux-être LifeWorks. Je vous rappelle que cette séance est enregistrée. Il nous fera plaisir de vous transmettre le PowerPoint après la séance et elle sera disponible, cet enregistrement-là sera disponible sur le site de l'ARQ, bien sûr. Donc, aujourd'hui, notre équipe, on vous a préparé des thèmes qui sont vraiment en rapport avec la modernisation, comme mentionnait Mme Tremblay. En prévention, on va parler de violence de la violence, la prévention de la prévention des lésions psychiques. On va parler aussi du régime intérimaire, les nouveaux mécanismes de prévention et d'implication des travailleurs. Un petit mot rapide sur le télétravail, puisque c'est un petit peu moins présent pour vous. Et en gestion, Josiane va vous parler des règles qui sont modifiées au niveau de l'imputation des coûts, des règles au niveau des maladies professionnelles, le formulaire d'assignation temporaire. Celui-là, il va vous toucher probablement davantage, des mesures nouvelles au niveau de la réadaptation et des délais à la CNSST. Donc, c'est 10 points que l'on juge vraiment qui ont le plus d'impact à court terme pour les gens qui font partie de la mutuelle de prévention, mais aussi tout employeur qui est auto-personnalisé à la CNSST. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Émilie qui va vous entretenir de la prévention. Oh, un petit mot avant de passer la parole à Émilie. Cette présentation-là n'est pas un avis juridique, donc veuillez vous référer à votre conseiller juridique si jamais vous avez des questions plus particulières au niveau de l'implication que ça peut avoir sur votre entreprise, puisqu'il y a d'autres changements législatifs qui sont à prévoir à l'automne et dans les 2 prochaines années. Donc, on vous présente au mieux de notre connaissance selon la loi qui a été adoptée récemment par le gouvernement. Donc, Émilie, c'est à toi. Donc, merci beaucoup, Maryse. Donc, bonjour à tous. Je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter 5 impacts de la modernisation du régime au niveau de la prévention. Donc, pour commencer, vous devez savoir que la protection de l'intégrité psychique est maintenant reconnue au même titre que la protection de l'intégrité physique par la CNESST.
Donc, en termes de protection de l'intégrité physique, le concept est assez simple, assez connu. On doit protéger les travailleurs des dangers qui peuvent leur causer un dommage corporel. Certaines blessures physiques ne rendent pas incapables de faire leur travail, d'autres demandent de modifier le travail à accomplir ou empêchent le travailleur d'accomplir ses tâches. Dans la protection de l'intégrité psychique, il y a le même type de lésions possibles, mais l'affaire, c'est qu'elles peuvent être plus difficiles à voir. Donc, depuis quelques années, la CNESST vise particulièrement à sensibiliser les employeurs au harcèlement psychologique, aux événements traumatisants et à la violence en milieu de travail. Ces 3 types de situations qui surviennent dans le contexte du travail sont les plus à risque de rendre un travailleur incapable d'exercer son emploi. Il est donc primordial de sensibiliser tout votre personnel afin qu'il puisse reconnaître les situations malsaines ou toxiques qui peuvent survenir à l'occasion du travail. Rappelons que votre obligation comme employeur, c'est de prévenir et de faire cesser le harcèlement. Sincèrement, on aurait pu tenir une séance en entier sur le sujet, mais la présentation d'aujourd'hui se veut seulement une introduction à la matière. Il est important d'instaurer une politique qui traite de ces enjeux. C'est même une obligation au niveau du harcèlement en fonction de la loi sur les normes du travail. La santé psychique, c'est un sujet qui est parfois inconfortable à aborder, mais c'est important de briser ce tabou pour le bénéfice de tout le monde et aussi pour la productivité de votre entreprise. Parfois, comme employeur, on ne veut pas transgresser les limites de la vie privée de nos gens. Il faut donc être à l'affût de leur comportement en tout temps. Mais aussi plus particulièrement s'ils ont fait face à une situation difficile, comme j'ai nommé précédemment. Sachez qu'on dispense sur demande des séances de formation sur la prévention du harcèlement et qu'on enseigne aux gestionnaires à reconnaître les indices qui peuvent faire croire qu'un collègue vit de la détresse psychologique et se trouve dans une situation vulnérable. Que ce soit dans une situation de harcèlement, d'événements traumatisants ou une situation de violence, voici quelques signes qui peuvent vous faire penser que la santé mentale d'un de vos travailleurs est fragile. Donc, une tendance à l'isolement, une augmentation de la consommation ou une consommation abusive de drogue ou d'alcool, un arrêt de la médication, un travailleur qui serait désorganisé, c'est-à-dire qu'il y aurait une difficulté marquée à s'organiser, à fonctionner comme à l'habitude, un travailleur qui aurait une façon différente de s'exprimer, donc par exemple en tenant des propos étranges, inhabituels ou qui n'ont pas de sens, des pertes de mémoire ou une difficulté à maintenir ses obligations familiales, professionnelles et sociales. Avant qu'on continue, Émilie, juste Oui. se permettre un petit rappel, je l'ai mentionné en tout début, mais vous pouvez nous envoyer vos questions dans la boîte de clavardage, dans le chat. Donc, si ce n'est pas déjà ouvert, je vous invite à aller cliquer sur le bas de dans votre page, dans votre écran, c'est-à-dire, il y a un petit nuage, 3 points, vous pouvez ouvrir la boîte de clavardage et nous soumettre vos questions. On va y revenir à la fin de la présentation. Merci. Super. Donc, si vous percevez un ou plusieurs des signes que j'ai nommés, des questions ouvertes pourraient vous aider à aborder le sujet en douceur. Donc, une question ouverte, c'est une question qui ne se répond pas par oui ou non, mais qui amène plutôt une réponse plus développée. Donc, par exemple, comment tu te sens? Je vois que tu sembles songeur. Qu'est-ce qui te préoccupe? J'ai remarqué tes retards cette semaine. Je suis inquiète. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Donc, comme vous voyez, vous n'avez pas à être des spécialistes ou des intervenants en santé mentale pour parler avec vos travailleurs. Si le contexte le permet, référez votre travailleur à des ressources spécialisées en la matière, comme par exemple Info Social 811, des lignes de prévention du suicide ou votre programme d'aide aux employés et à la famille si vous en avez un. Les démarches pour aller chercher de l'aide par la suite appartiennent au travailleur, mais vous lui aurez donné les outils pour le soutenir et lui offrir des pistes de solutions. J'ai aussi mentionné plus tôt que vous avez des obligations en matière de harcèlement psychologique. Pour votre information, des ressources, documents, vidéos et modèles de politique et procédures sont disponibles sur le site de la CNESST. Donc, par exemple, il y a une vidéo personnalisée au milieu de la restauration qui est disponible sur le site de la CNESST à ce sujet. Il y a aussi une section sur le harcèlement psychologique sur le site de l'ARQ. Vous y trouverez plusieurs outils et informations pertinentes. Finalement, LifeWorks dispose d'une panoplie de formations offertes aux travailleurs ou aux gestionnaires sur le sujet. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à demander de l'information suite à la présentation. Donc, le troisième point digne de mention au niveau des changements à la CNESST, c'est que les obligations de l'employeur ont été précisées au niveau de la violence. La loi sur la santé et la sécurité du travail précise maintenant que l'employeur doit agir pour assurer la protection du travailleur qui subit de la violence sur les lieux du travail. La violence peut être physique ou psychologique. L'employeur doit aussi agir en cas de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel qui se poursuivent sur les lieux du travail ou offrir son soutien lorsqu'un travailleur est victime de violence à la maison
et que l'employeur, comme la loi le précise, devrait raisonnablement le savoir. Un exemple de ça, c'est si par exemple un travailleur arrive au travail avec des lésions visibles. L'idée, c'est qu'on ne peut pas se fermer les yeux. Il y a plusieurs situations de violence qui peuvent survenir au travail. Voici quelques exemples. Lorsqu'il y a la présence d'un client agressif, verbalement ou physiquement, dans ce cas-là, on recommande des affiches qui informent que les comportements violents ne sont pas tolérés. On ne devrait jamais tolérer une situation de violence de la part de la clientèle. On doit donc inviter la personne à quitter les lieux et au besoin, on fait appel aux policiers. Il y a aussi la situation d'un collègue qui devient agressif sur les lieux du travail. C'est la même chose qu'avec la clientèle, la situation doit cesser. Si les gestes ou les paroles sont graves, on doit envisager de prendre des mesures disciplinaires. C'est pour ça que des règles claires qui précisent vos attentes envers vos employés, comme par exemple une tolérance zéro par rapport au comportement violent, vont vous permettre d'appliquer les mesures nécessaires. Pour agir avant un tel événement, vous pouvez vous sensibiliser, mais aussi sensibiliser vos employés aux signes avant-coureurs de la violence, comme par exemple une élévation du ton de la voix, la mâchoire ou les poings serrés, le regard furieux ou l'empiètement sur l'espace d'une autre personne. Encouragez vos travailleurs à vous parler afin que vous puissiez agir pour corriger la situation. On vous recommande de commencer la discussion avec une question ouverte, comme j'ai dit tantôt. Cette discussion peut se faire aussi de façon informelle, par exemple en marchant à l'extérieur avec votre travailleur. En sortant du contexte professionnel et donc en état plus loin des regards des collègues, ça peut contribuer à favoriser la sécurité psychologique de votre travailleur. Un autre élément important, c'est d'assurer la confidentialité, autant à la personne qui vous rapporte une information qu'à la personne qui a eu un comportement violent. Un bon test pour savoir comment agir, c'est de vous mettre à la place de ces personnes, de vous poser la question « Qu'est-ce qui, moi, me rendrait confortable? » Il y a aussi la situation d'une personne qui subit de la violence dans sa vie personnelle et que cette violence se poursuit sur les lieux du travail. On s'entend que ces cas, ça peut être plus difficile à détecter. C'est pour ça qu'on vous encourage à avoir des discussions avec vos travailleurs afin qu'ils vous le disent si une situation comme ça se produit. Vous allez pouvoir les diriger vers une ressource d'aide. Avec l'accord du travailleur qui subit de la violence, vous pourrez également mettre en place un plan de sécurité individuelle. C'est une des recommandations de la CNESST. Ça vous permettra de prendre des actions concrètes et adaptées à la situation de la personne afin de faire cesser la violence sur les lieux du travail. Donc, voici des exemples d'éléments d'un plan de sécurité individuelle. Des heures de travail plus flexibles, la procédure d'accompagnement de la personne à sa voiture. Ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui à ce sujet-là, c'est que ces situations doivent être abordées avec bienveillance. Aussi, c'est très important, comme je l'ai dit, que vos travailleurs n'aient pas peur des représailles s'ils sont confrontés à de la violence ou s'ils vous rapportent avoir été témoins de violence. Vous devez donc les rassurer à ce sujet. Ça se peut que certains d'entre vous trouvent que c'est délicat d'agir dans ce genre de situation. D'abord, on doit garder en tête que ce n'est pas dans tous les milieux de travail que les travailleurs vont subir de la violence. Cependant, si ça arrive dans votre entreprise, vous serez davantage sensibilisé et prêt à y faire face. Aussi, dites-vous que si l'on prend l'exemple de la violence conjugale, souvent, la victime va être isolée de sa famille, de ses amis, donc son milieu de travail, c'est souvent un des seuls endroits où elle peut aller chercher de l'aide. Votre intervention peut donc être très précieuse. Je vais maintenant vous parler du régime intérimaire en prévention. Ce régime précise les éléments que les employeurs devaient mettre en place le 6 avril 2022, comme ça a été mentionné tantôt. Celui-ci comporte deux volets, les mécanismes de prévention et les mécanismes de participation. D'abord, au sujet des mécanismes de prévention, les employeurs qui ont moins de 20 travailleurs devront identifier les risques présents dans leur milieu de travail et ceux qui ont plus de 20 travailleurs devront identifier et analyser les risques auxquels les travailleurs sont exposés. Sachez que les gens qui sont membres de nos mutuelles de prévention, peu importe votre nombre de travailleurs, vous avez une longueur d'avance parce que vous avez déjà un programme de prévention dans lequel vos principaux risques sont identifiés. Pour les employeurs qui ne font pas partie de nos mutuelles, vous devrez identifier vos risques et les consigner afin de respecter les demandes du régime intérimaire. Pour ceux qui ne sont pas en mutuelle mais qui seraient intéressés par les services, on va vous donner les liens à la fin de la présentation pour nous contacter. Donc, ceux d'entre vous qui ont déjà un programme de prévention, je vous invite à la suite de cette présentation à prendre votre programme de prévention, qui est normalement affiché dans votre milieu de travail, et à en faire le survol pour voir s'il est toujours à jour. Vous pourrez vous poser les questions suivantes. Est-ce que j'ai acheté une nouvelle machine ou un équipement? Est-ce que j'ai ajouté des nouvelles activités? Est-ce que j'ai apporté des modifications, les modifications prévues au programme? Ou est-ce que la mise à jour de mon programme a été faite il y a plus d'1 an?
Si vous avez des questions, votre conseiller en prévention pourra vous aider. Vous pouvez communiquer avec elle ou avec lui directement. Sinon, nos coordonnées vont aussi être inscrites là, à la fin de la présentation. Donc, au niveau des mécanismes de participation, il faut garder en tête que l'esprit de cette réforme, c'est de faire participer davantage les travailleurs à la démarche de prévention. Donc, la loi prévoit l'obligation de mettre en place des nouveaux mécanismes de participation. Les travailleurs vont devoir désigner parmi eux soit un agent de liaison en santé et sécurité pour ceux qui sont dans une entreprise de moins de 20 travailleurs ou un représentant en santé et sécurité pour ceux qui travaillent dans une entreprise de plus de 20 travailleurs et plus en fait. Les personnes qui seront désignées dans ces rôles vont avoir la responsabilité, entre autres, d'assurer un dialogue entre les travailleurs et l'employeur et de faire les recommandations au sujet de la santé et de la sécurité. Aussi, les entreprises qui ont plus de 20 travailleurs doivent mettre en place un comité de santé et sécurité. Pour vous aider dans le recrutement des gens pour ces différents rôles, vous trouverez sur notre site Internet des documents d'appel à la candidature que vous pourrez afficher. Ils sont dans la section documentation sous l'onglet risques spécifiques. Comme ça, les travailleurs qui sont intéressés pourront inscrire leur nom. Un autre élément qu'on voulait vous présenter, c'est l'approche par multi-établissement. La CNESST prévoit, dans le régime intérimaire, qu'il est possible de regrouper plusieurs établissements de même nature pour appliquer les mécanismes de participation. Cette approche, ça ne s'applique pas à vous tous, mais ceux qui ont plusieurs restaurants, ça va peut-être vous intéresser. Le fait de regrouper vos établissements vous permet de former un seul comité de santé et sécurité et d'avoir un seul représentant en santé et sécurité. Cependant, vous pouvez utiliser cette approche par multi-établissement seulement si vous respectez certains critères. Tous les établissements doivent compter plus de 20 travailleurs. Les activités doivent être de même nature. Si c'est tous des restaurants, il n'y a pas de problème, c'est le cas. Les membres du comité et le représentant en santé et sécurité doivent pouvoir exercer leurs fonctions adéquatement. La CNESST, à ce sujet-là, demande de considérer la distance entre les établissements, le nombre d'établissements, le nombre de travailleurs dans chaque établissement et le niveau de prise en charge en santé et sécurité. Il est aussi précisé que l'employeur et les travailleurs peuvent, par entente, former plus d'un comité et avoir plus d'un représentant. Une bonne pratique serait d'entériner ces choix par le comité parce que ça serait surprenant que la CNESST défasse ce qui a été décidé par un groupe paritaire. Plusieurs informations, là, comme on a dit plus tôt, restent à déterminer au niveau des mécanismes de prévention et de participation. Elles vont être précisées dans le nouveau règlement. Sachez que lorsque ce règlement va être adopté, on va tenir nos membres informés là, des démarches à suivre pour vous assurer de répondre aux exigences de la réglementation. Aussi, comme il a été mentionné, il y a un webinaire qui va être prévu le 2 juin qui va traiter seulement du régime intérimaire. On va vous décrire les différentes demandes de la CNESST et on va vous proposer des outils afin de respecter ces demandes. Aussi, le 15 juin, il y aura un dernier webinaire sur les bonnes pratiques à mettre en place pour un comité de santé et sécurité efficace. On vous encourage à vous inscrire à ces présentations si vous voulez avoir plus d'informations sur ces sujets. Donc, finalement, avec la pandémie, comme vous le savez, le télétravail est vite devenu une nouvelle réalité pour plusieurs. On sait que cette pratique est moins répandue dans votre milieu, mais on voulait quand même vous donner les informations de base si jamais certains d'entre vous ont des travailleurs qui font du télétravail, comme par exemple peut-être des employés d'administration ou des employés au siège social. Donc, la nouvelle loi indique maintenant que le lieu où s'effectue le télétravail est considéré officiellement comme un lieu de travail. Pour ceux que ça concerne, on vous recommande de clarifier les attentes de l'entreprise par rapport au contexte du télétravail. Il peut donc être utile de rédiger une politique qui l'encadre et surtout, c'est important de la passer en revue avec vos travailleurs. Ensuite, au même titre que n'importe quel lieu de travail, l'organisation sécuritaire de l'emplacement doit se faire avant la survenance d'un accident. Donc, on s'entend que le travail qui s'effectue de la maison, c'est majoritairement un travail à l'écran. C'est pourquoi les risques de nature ergonomique sont les plus considérables par rapport à cette nouvelle réalité. Ces risques doivent donc faire partie de l'information que vous donnez à vos employés en télétravail, mais aussi doivent faire partie des discussions que vous avez avec eux, mais aussi avec ceux qui ont un poste à écran au restaurant. Donc voilà, c'est ce qui termine ma partie sur les impacts de la modernisation du régime au niveau de la prévention. J'espère que mes explications vous ont éclairé. Donc, merci beaucoup. Merci, Émilie. Il y a eu quelques questions dans le clavardage en privé. On va y revenir à la fin. Question de ne pas manquer de temps pour couvrir tous les points. Donc, je vous encourage encore une fois à nous soumettre vos questions dans le clavardage. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole maintenant à des dossiers d'indemnisation.
Merci beaucoup, Maryse. Bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous présente cette section. Comme Maryse le mentionnait en début de présentation, ça fait longtemps que je fais ce métier-là, que j'adore toujours, donc de représenter des employeurs quand il arrive un accident. Alors, je vais essayer de rendre ça quand même simple. C'est parfois lourd, donc je vais aller avec les explications. Je vais y aller d'entrée de jeu, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On va pouvoir y répondre à la fin, là, certainement pour ajouter des informations. Donc, l'impact sur l'imputation des coûts, je vous définis rapidement ce que c'est l'imputation des coûts. C'est un enjeu pour tous les employeurs. C'est les sommes qui sont utilisées par la CNSST pour, au final, là, déterminer votre taux de cotisation, votre prime d'assurance, donc la facture que vous recevez de la CNSST. Alors, ce qui change, donc, on a deux cas particuliers. La CNSST va nous demander, en fait, exiger une décision pour les deux situations suivantes. Donc, quand il y a un cas où vraiment la négligence grossière et volontaire du travailleur est la cause unique de l'accident, et l'autre situation, c'est lorsque le travailleur subit une nouvelle lésion suite à des soins. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, donc, la loi a indiqué avant qu'une blessure qui survient par la seule négligence grossière et volontaire du travailleur, cette réclamation-là a été refusée. Ce qui change, c'est que la CNSST va l'accepter, mais va autoriser l'employeur à faire un transfert de coûts, donc par une demande écrite. Alors, c'est des coûts c'est des dossiers pour lesquels l'employeur n'aura pas d'imputation, donc il n'y aura pas de coûts qui vont être liés. Je vous donne un exemple. Ce serait par exemple un travailleur qui modifie ses gants de protection, puis là, qui se lacérait gravement un tendon du doigt en coupant une feuille de métal, par exemple. Ça serait reconnu comme une négligence grossière. Le même principe s'applique pour un transfert de coûts. Si un travailleur reçoit un traitement de physio un peu trop intense, puis qui lui cause une déchirure du biceps, les coûts qui vont être liés avec cette nouvelle blessure-là, il y a un transfert de coûts qui va être possible à faire. Bien sûr, il faut faire la preuve à la CNSST dès l'ouverture, quand il s'agit d'un cas de négligence, puis au courant de la gestion, là, quand il y a un cas de nouvelle blessure. Notre service juridique spécialisé, les conseillers en gestion aussi là, chez Solutions LifeWorks sont là en fait pour vous aider là, dans ces démarches-là. Toujours dans le même sujet, au niveau des coûts, je passe rapidement là-dessus parce que pour votre secteur d'activité, au niveau des réclamations pour surdité professionnelle, vous êtes chanceux quand même, ce n'est pas le genre de réclamation que vous avez, mais je fais quand même un survol si jamais vous en aviez une. La CNSST va analyser différemment la réclamation, puis c'est surtout au niveau comment ils vont attribuer les coûts. La CNSST, ça simplifie un peu la tâche là, finalement quand il y a une réclamation pour surdité professionnelle. Je vous donne l'exemple d'un travailleur qui aurait 30 ans d'expérience chez 6 différents employeurs, dont la majorité, par exemple, sont reliés à une unité de fabrication de béton. Pour donner un exemple là, où on voit beaucoup de réclamations pour surdité. Donc, les sommes qui sont reliées à cette réclamation-là pour une atteinte auditive, ils vont être imputés à tous les employeurs de l'unité de classification, donc aux employeurs de cette catégorie-là, de cette industrie-là, et non pas directement aux 6 employeurs chez qui Mathias, le travailleur dont je vous parlais, qui a 30 ans d'expérience, a eu sa carrière. Donc, un processus plus simple, mais quand même, ça va être à surveiller comment ça va être attribué pour pas nécessairement qu'il y ait des taux pour certaines industries qui soient plus élevés. Avec ça, c'est à suivre. Alors, au point 7, donc, en matière de maladies professionnelles, on fait face à une réforme majeure. Il y a l'abolition de l'annexe 1 de la loi qui va être remplacée par un règlement. Un règlement, c'est quelque chose qui va être plus facile à amender, à ajuster selon l'évolution du marché du travail dans les années à venir. La modernisation, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait eu tellement de changements dans l'évolution du marché du travail que là, la loi, à un moment donné, ça ne fait plus de sens. Donc là, un règlement va être facile à changer s'il y a des modifications à faire. Présentement, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir 10 nouvelles, il y a 10 nouvelles maladies professionnelles qui vont bénéficier de la présomption de maladies professionnelles. Parmi ces maladies, on retrouve là, les 8 types de cancers chez les pompiers, les troubles de stress post-traumatique, la maladie de Parkinson. Et la création des comités scientifiques là, qui vont avoir vraiment un rôle de vigie, de recommandation, qui vont aider là, la CNSST à bien émettre des décisions là, lorsqu'il y a des réclamations de ce type-là. Il y a le comité oncologique, bien sûr, qui va être là pour évaluer et analyser les réclamations qui sont liées au diagnostic de cancer, donc pour départager ce qui est de nature personnelle versus professionnelle. Ce qu'on veut porter à votre attention avec ce point-là aujourd'hui, c'est que comme employeur,
il faut avoir une idée, c'est quoi vos postes qui pourraient être problématiques. Oui, il peut y avoir des tâches répétitives qui pourraient causer éventuellement des maladies professionnelles. Donc, le fait de bien savoir les tâches, les positions, de bien identifier quels sont les postes à risque, puis de faire les interventions nécessaires, ça va faciliter le tout lorsqu'il y a une analyse pour l'admissibilité d'une nouvelle réclamation pour maladie professionnelle pour départager le skill du personnel versus professionnel. Au point 8, l'assignation temporaire, c'est une pratique, ce qu'on recommande à nos clients comme pratique gagnante pour la gestion. Quand il arrive un accident de travail, bien, on recommandait déjà à nos clients de toujours remettre un formulaire d'assignation temporaire à leurs travailleurs dans chaque visite médicale. Pour ceux là, qui ont vécu un cas d'accident de travail, vous savez comment c'est important qu'on voit le suivi d'une consultation à l'autre pour voir quelle tâche le travailleur peut faire. Il y a toute une stratégie aussi pour parfois inciter, puis faire comprendre aux médecins l'importance de signer le formulaire. Donc, ce qui arrive avec la modernisation, c'est qu'il y a un nouveau formulaire légal CNSST qui va être disponible à partir du 6 octobre, qui va être disponible et obligatoire, en fait, pour que l'assignation temporaire soit valide et soit légale. S'il arrive une problématique, par exemple, vous avez de l'assignation temporaire de disponible, le médecin l'a autorisé, mais le travailleur ne se présente pas, c'est quand on a un formulaire signé du médecin que là, on peut faire une demande, par exemple, de suspension d'indemnité, où là, votre conseiller en gestion va vous aider à ce moment-là pour s'assurer de la présence du travailleur. Le formulaire, il va simplifier la tâche des médecins parce que ça va devenir un formulaire unique. Là, présentement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des formulaires maison. On va essayer d'uniformiser ça. Puis vous allez voir au point, il y a 3 questions qui sont toujours posées aux médecins. Dans la question 2, ce qui change avec la modernisation, c'est qu'on doit s'assurer que le travail proposé respecte et sans danger finalement pour la santé physique et psychique du travailleur. Donc, c'était sous-entendu, on s'entend avec le formulaire qu'on utilisait déjà, mais là, la loi vient le préciser, vient le mettre le noir sur blanc. Ce qu'on souhaite avec l'utilisation aussi de ce nouveau formulaire-là, c'est que les limitations, les choses que le travailleur ne doit pas faire le temps que sa lésion prenne du mieux. Donc, on veut que ça soit clair sur le formulaire. On a élaboré une formation en ligne qui porte sur les pratiques exemplaires en matière d'assignation temporaire. Donc, elle est gratuite pour nos membres en mutuelle, soit dit en passant. Donc, si vous avez votre accès client, vous pouvez y avoir accès pour vraiment s'assurer que vous maximisez vos options quand il y a un arrêt de travail ou quand il y a une blessure pour qu'on garde le travailleur au travail. Il y a un ajout quand même important qu'il faut porter à votre attention. La modification de l'article 180, ça prévoit que l'employeur pourra modifier juste une fois pour une même lésion l'option choisie pour le versement du salaire. Présentement, on payait les heures travaillées, on payait 100% du salaire, même si le travailleur n'était pas à temps plein. On y allait selon les besoins. À partir du 6 octobre, la CNSST va dire, OK, vous pouvez modifier une seule fois. Ça veut dire que vous avez l'option de payer à 100% le travailleur, même si l'assignation est à temps partiel. Puis l'option 2, c'est de payer juste les heures travaillées. Donc, la CNSST va verser des indemnités pour compléter. Alors, considérant que les conditions d'assignation et la lésion peuvent évoluer à plus d'une reprise, on vous invite vraiment à faire un choix calculé et stratégique. Si vous êtes membre de nos mutuelles de prévention, il faut vraiment évaluer tous les aspects, dont l'aspect financier, de dire, est-ce qu'il va y avoir un coût important si la CNSST continue de verser, même si les indemnités ne sont pas si élevées, mais le dossier reste actif. Votre conseiller en gestion, si vous êtes client, pourra vous aider à choisir en fin de compte l'option qui conviendra le mieux à la situation au trimestre actif pour le calcul des taux de cotisation avec la CNSST, puis bien sûr de l'évolution de la lésion. On passe au point 9, au niveau de la réadaptation. Excusez-moi. Présentement, le processus de réadaptation ne débute pas avant la consolidation. Comment on définit la consolidation? C'est la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle, que ce soit une blessure ou une maladie. Quand on dit que la consolidation est atteinte, ça veut dire que le travailleur ne peut plus recevoir de soins. Parfois, il garde des limitations, parfois, il garde des choses qu'il ne pourra plus faire, mais chose certaine, il n'y a pas de soins qui vont pouvoir l'aider.
Ce qui change pour les employeurs avec la modernisation à partir du mois d'octobre 2022, c'est que la CNSST, avec le travailleur, avec l'employeur, va débuter le processus de réadaptation. Ce qu'on veut, c'est toujours de permettre un retour au travail le plus rapide possible. Donc, tout ça, c'est déjà un peu, on le voyait sur le terrain. Hein, il y avait eu la Cour suprême du Canada en février 2018 avait rendu une décision là, dans l'affaire Caron où on voyait vraiment l'obligation de l'employeur d'accommoder son travailleur blessé qui conserve des limitations fonctionnelles, donc qui conserve des tâches qu'il ne peut plus faire. Bien, on l'intègre, cet arrêt-là, finalement, dans la loi. Donc, l'objectif de ces changements, c'est vraiment d'appuyer la CNSST dans la mise en place du processus de réadaptation. On prend l'exemple d'un travailleur qui ne peut plus lever de charge de 25 livres, bien, la CNSST va vous demander, est-ce que vous avez un poste qui conviendrait à ce travailleur-là? Donc, un emploi convenable où il n'aurait plus à lever de charge de 25 livres. Donc, on demande vraiment de voir s'il y a une possibilité d'accommodation raisonnable et l'absence de contraintes excessives. Si vous dites, moi, je n'ai pas le choix dans mon entreprise, tous les postes exigent qu'on doive lever des charges de 25 livres, on va venir dire qu'on ne peut pas accommoder le travailleur et que ça devienne une contrainte excessive. Donc là, ce qu'on demande avec la modernisation, ce qu'on demande à l'employeur, à la CNSST, au travailleur, de vraiment venir faire l'analyse, qu'on évalue toutes les options pour accommoder le travailleur. Donc, des bonnes pratiques en gestion comprennent de documenter l'ensemble des postes de travail. Comme on le mentionnait un petit peu plus tôt, de bien connaître quels sont nos postes de travail, quelles sont les tâches qui peuvent être problématiques, plus à risque, pour faciliter, dans le fond, toute l'analyse quand vient le temps de dire est-ce qu'on a l'option, est-ce qu'on a d'autres postes disponibles pour offrir à un travailleur blessé un emploi convenable. Donc, de bien cibler les exigences physiques, c'est vraiment un atout pour mettre la bonne personne au bon poste. L'horaire de travail, les différentes conditions doivent également se retrouver sur le modèle de description de poste. Il y a plusieurs modèles qui sont disponibles gratuitement, notamment sur le site d'Emploi Québec. Donc, ce qu'on veut porter comme attention pour vous, c'est que il peut avoir un risque de payer des amendes. C'est ce qu'on prévoit. Donc, si un employeur ne collaborait pas au processus d'analyse pour voir ce qui est disponible dans son entreprise pour accommoder un travailleur blessé, la CNSST pourrait vous imposer des amendes. Donc, si l'employeur n'a pas les ressources financières ou matérielles pour permettre un retour au travail, il faut vraiment documenter, expliquer à la CNSST que c'est une contrainte excessive. Donc, c'est ce bout-là qui vient d'être précisé dans la loi. Donc, on passe au point 10. Au niveau, ce sont des bonnes nouvelles là, pour les employeurs, pour les gestionnaires de mutuelles de gestion des réclamations au niveau de la réduction des délais administratifs. Pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui ont eu des travailleurs blessés ou ils ont eu un processus à faire au niveau du bureau d'évaluation médicale, essentiellement, le bureau d'évaluation médicale, c'est un médecin arbitre. Quand il y a un litige, une divergence d'opinion entre le médecin du travailleur puis le médecin expert de l'employeur, on va demander au médecin arbitre de se prononcer sur 5 points. Donc, les 5 points sont bien mentionnés là, sur la diapo que vous voyez. Alors, il y a la notion de diagnostic, la notion de consolidation. Est-ce que le travailleur a encore besoin de soins? Est-ce qu'il conserve des atteintes permanentes, des limitations fonctionnelles, donc des tâches qu'il ne pourra plus faire? Ce qui change avec la modernisation, c'est qu'au mois d'octobre, le bureau d'évaluation médicale va avoir l'obligation de se prononcer sur les 5 points et non pas, comme on le voit actuellement, parfois il va se prononcer sur les 3 premiers points. Après ça, il faut retourner faire le processus une autre fois pour confirmer s'il y a des tâches que le travailleur ne peut plus faire au niveau des points 4 et 5. Donc, on voyait vraiment des délais longs par rapport à tout ce processus-là qui est déjà complexe et long en partant. Donc, ce sont des bonnes nouvelles à partir du mois d'octobre. Donc, le processus va être simplifié et plus efficace. Alors, en quelques mots, un autre changement positif pour les employeurs sera dès avril 2023. Par contre, dans un an, l'imposition du délai à la direction de la révision administrative de la CNSST d'émettre une décision.
dans un cas de contestation. Je vous donne l'exemple, vous recevez une décision de la CNSST, vous voulez la contester. Là, on se retrouve en deuxième instance au niveau de la direction de la révision administrative. Présentement, ce qui se passe, c'est que là, on va contester, mais on n'a pas trop d'idées, ce n'est pas toujours clair combien de temps ça va prendre avant qu'on ait la décision de la direction de la révision administrative. Parfois, ça peut prendre 2 mois, parfois, ça en prend plus. Avec la modernisation, la loi, ce qu'elle dit, c'est qu'on va avoir 90 jours. À partir du moment où vous contestez une décision de la CNSST, 90 jours plus tard, si la direction de la révision administrative ne vous a pas répondu par une décision, bien, on va avoir accès directement au tribunal administratif du travail. Par expérience, on sait que c'est souvent à ce niveau-là, quand il y a une audience, qu'on est capable souvent de venir faire reconnaître ou de venir expliquer au juge administratif notre contestation. Donc, c'est l'accès au tribunal qui va être facilité. Une nouveauté aussi qu'ils vont mettre en place, c'est que quand vous contestez la décision de la CNSST, vous avez 30 jours pour le faire. Au niveau de la révision administrative, actuellement, c'est 45 jours. Puis là, ils vont permettre en avril 2023 d'avoir 60 jours, donc de prendre un peu plus de temps pour contester, si vous le souhaitez, si vous voulez contester rapidement, ça ne change rien, mais un peu plus de temps pour réfléchir, bon, est-ce qu'on s'en va au tribunal ou non? Alors, c'est ça la nouveauté au niveau du tribunal administratif du travail. Donc, ça va être de voir comment tout ça se met en place. Actuellement, nos clients reçoivent le support de notre équipe spécialisée au niveau médico-légal avec nos avocats, nos médecins experts, conseillers en gestion des réclamations. Donc, pour gérer efficacement des dossiers parfois très complexes au niveau CNSST, c'est ce qu'on offre à nos clients. Donc, j'espère que vous avez apprécié les informations transmises. Je cède la parole à Maryse. N'hésitez pas avec vos questions. On a prévu du temps pour y répondre à l'instant. Merci. Oui, merci, Josiane. Justement, il y avait une question dans le clavardage. C'est quels sont les avantages? Je vais aller tout de suite avec toi, Josiane. Quels sont les avantages pour chacune des options dans le versement du salaire en assignation temporaire? Là, tantôt, tu parlais de 2 options différentes. Exactement. Puis c'est une question qu'on doit toujours se poser. Parfois, on a des diagnostics assez simples. On prévoit que la consolidation, que le travail va être guéri, va pouvoir revenir au travail régulier rapidement. À ce moment-là, il y a un avantage de payer au complet. Quand on garde le salaire au complet, c'est qu'il n'y a pas d'indemnités qui sont versées aux travailleurs. Donc, il n'y a pas de somme versée à ce niveau-là. C'est qu'on fait un contrôle financier. Au niveau de la gravité de la lésion aussi, si on pense que ça va se régler rapidement. Donc, il y a un avantage à ne pas laisser la CNSST verser des indemnités versus quand on parle d'un processus plus à long terme, surtout un travailleur, par exemple, qui va avoir une condition majeure personnelle. Le travailleur soulève une boîte pas très lourde, mettons de 10 livres, puis se fait une hernie discale. Puis on apprend qu'il y avait des conditions personnelles qui nous permettraient d'avoir un transfert de coûts. Là, il n'y a peut-être pas le même avantage à garder le salaire à 100 % parce que la CNSST va permettre un transfert de coûts pour les indemnités qui vont avoir été versées. Donc, il y a un avantage qu'on recommande à nos clients. Parfois, quand il y a des facteurs importants, les facteurs de chargement, ce sont des moments dans l'année où la CNSST va appliquer des pénalités si le dossier reste actif. Donc là, si vous retrouvez, c'est pour ceux qui sont membres avec nous, avec la mutuelle ARQ, on en parle toujours du fameux 8e trimestre entre le 1er octobre et le 31 décembre. Chaque année, on s'assure qu'il n'y ait aucun, même pas $1 qui soit versé en indemnité parce que le dossier peut être multiplié par 3 ou par 4 fois la valeur. Ça, c'est la pénalité que la CNSST impose. Donc, c'est du cas par cas. Il faut vraiment s'assurer de bien gérer cette option-là parce que si vous décidez de payer à 100 %, puis là que vous changez une fois, puis là, finalement, vous voulez revenir à 100 %, vous n'aurez plus cette opportunité-là, puis les indemnités vont continuer de s'accumuler au dossier. Donc, c'est un peu ça, c'est vraiment au niveau de l'impact financier. Parce qu'on sait que quand on donne $1 de salaire, mais versus si la CNSST donne $1 au travailleur, des fois, elle va en charger 2 ou 3 à l'employeur ou à la mutuelle. Good, parfait. Une autre question justement en rapport avec l'assignation temporaire de Mme Joanne. Est-ce que c'est à nous d'inscrire l'assignation temporaire suggérée sur le formulaire remis au travailleur qu'il devra faire remplir au médecin? Exactement. Donc, on va y aller avec le même principe. Le petit bout qui nous manque avec la modernisation, c'est qu'on n'a pas encore accès au nouveau formulaire. Donc, s'il ressemble quand même à celui qui est actuellement disponible sur le site de la CNSST, vous savez, il y a quand même beaucoup d'espace pour
écrire ce qu'on veut faire pour nos clients. Bon, on a aussi des modèles de formulaire d'assignation temporaire. Donc, c'est possible qu'avec le nouveau formulaire, soit que vous allez rajouter une annexe pour venir préciser les tâches, ou soit encore que vous allez utiliser, par exemple, notre modèle avec les listes de limitations, par exemple, au niveau des charges, au niveau des mouvements. Mais effectivement, ça va être à l'employeur quand même à venir personnaliser ce formulaire-là. Good. On s'excuse pour la distorsion dans le micro de Josiane. Là. Il n'y a aucun contrôle sur, ce son-là. Oui, il y a comme un petit lag. On est bien désolé de ce petit problème technique-là. Ensuite, OK, on va y aller avec des questions pour Émilie. Une question dans le clavardage. Est-ce que les représentants SST de chaque succursale doivent faire partie du comité ou peuvent-ils tout simplement faire des demandes au comité? C'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question, en effet. Dans le fond, la CNSST précise que le représentant en santé et sécurité est membre d'office du comité de santé et sécurité. Donc, oui, le représentant doit faire partie du comité. Donc, une des façons, tantôt, on disait au niveau des appels de candidature ou demander aux gens s'ils sont intéressés à être représentants, une des façons, ça pourrait peut-être être justement de poser la question aux membres du comité. Donc, on ferait comme un peu une pierre deux coups ici. Donc, souvent, c'est des gens qui sont déjà intéressés à la santé et sécurité. Donc, ça peut être une bonne façon de faire là, pour essayer d'aider les travailleurs là, à nommer leurs représentants. Super. Une autre question justement pour les représentants. Si j'ai plusieurs établissements et un travailleur à certains endroits, le travailleur qui travaille seul est agent de liaison dans son unité? Oui, mais ce que je comprends de la question, c'est que dans le fond, mettons, il y aurait peut-être plusieurs établissements, puis dans un de ces établissements-là, il y aurait seulement un travailleur. Donc oui, ce travailleur l'idée, c'est que l'agent de liaison, il doit coopérer avec l'employeur en matière de santé et sécurité et faire des recommandations écrites. Habituellement, j'imagine que s'il y a un seul travailleur, il y a quand même une belle communication là, entre l'employeur et le travailleur, mais c'est pour s'assurer de tout ça, dans le fond, là, que si jamais il y a des éléments en santé et sécurité qui devraient être améliorés ou quelque chose comme ça, là, ça serait à l'agent de le faire. Donc, oui, s'il y a seulement un travailleur, ça serait lui là, qui serait nommé directement à l'agent. Là. On demande aussi, le comité doit être composé de combien de personnes? Oh, ça va falloir que je fasse une petite recherche, puis je vais vous revenir à ce niveau-là. Oui, parce qu'on a actuellement, si je ne me trompe pas, c'est encore le règlement sur le comité de santé et sécurité qui s'applique. As-tu raison, Émilie? Oui, en ce moment, si je ne me trompe pas, c'est exactement ça. Quand il y aura le nouveau règlement là, dont je parlais tantôt qui va être mis en place, probablement que c'est le genre de choses qui va être précisé. Si on va dans le règlement là, qui est en ce moment, donc le règlement sur les comités de santé et de sécurité au travail, comme je dis, je fais juste un bémol au cas où que ça soit changé par la suite. Mais ici, c'est précisé que c'est, représente. Je pense que c'est pour 50 et moins, 2 travailleurs. Exactement, c'est ça. 3 pour 51 à 150, 5 voilà. pour 151 à 500. Puis là, bon, si vous êtes en haut de ça, ça sera assez étonnant. Là. Donc, ouais, c'est à ce niveau-là là, que c'est précisé. Mais comme je dis, ça va probablement aussi être noté dans le nouveau règlement. Oui, puis on va en reparler dans le webinaire sur les comités, bien sûr. Je ne vole pas toutes mes punches, Émilie. Désolée! Non, ça va, je blague. Bon, est-ce qu'on a d'autres questions dans le clavardage? Ah, j'en ai peut-être une ici. Le plan de sécurité, est-ce qu'il doit être inclus au plan de la mutuelle de prévention? Je pense qu'on fait probablement référence là, au plan de sécurité individuel qui pourrait être mis en place dans le cas là, justement de violence conjugale. Dans le fond, ce que je dirais, c'est que qu'est-ce qui est pertinent avec le plan de sécurité individuelle, c'est de le mettre en place selon la situation. Donc, je vous donne un exemple. Si c'est une serveuse ou si c'est un cuisinier, donc mettons la serveuse qui est à l'avant et le cuisinier qui est à l'arrière, dans le cas, par exemple, d'un conjoint agressif qui viendrait sur les lieux du travail, on va peut-être gérer ça autrement parce que, par exemple, la serveuse est beaucoup plus accessible, si je mets ça en parenthèse. Donc, moi, je dirais que le plan de sécurité individuelle, ça devrait vraiment être fait dans le cas justement de violence envers un de vos travailleurs. Donc, oui, vous pourriez peut-être faire un plan de sécurité individuelle un peu plus large, puis l'annexer, par exemple, à votre programme de prévention si vous voulez prendre l'avance ou si vous voulez avoir des idées. Mais sinon, je conseillerais d'avoir vraiment un plan de sécurité individuelle personnalisé à la situation qui arriverait là, dans le cas de violence.
OK. Et est-ce que ça doit être écrit, ce plan-là? Je pense qu'idéalement, ça pourrait être écrit parce qu'on viendrait vraiment mettre les choses en place puis que et le travailleur et l'employeur s'entendent sur certains éléments. Donc, oui, moi, je recommanderais le par écrit. C'est sûr que je vous dirais là, que par écrit, c'est toujours le best dans le sens où, comme ça, on a des traces de qu'est-ce qu'on a mis en place et ça permet justement de clarifier les choses. Oui, effectivement, ça demeure confidentiel, mais si Exact. jamais un inspecteur intervient, ça démontre que l'employeur a répondu de ses obligations, les nouvelles obligations. Oui, puis j'ajouterais aussi, comme je disais là, dans la formation, c'est que avec l'accord du travailleur, on met en place un plan. Parce que, tu sais, c'est ça qui est un petit peu touché si on parle de violence conjugale qui se poursuit sur les lieux du travail, c'est que ça reste toujours, c'est sûr que vous devez vous assurer que ça ne se produit pas sur vos lieux du travail. Ça, c'est sûr et certain. Mais après ça, c'est le travailleur, tu sais, comment il est à l'aise, comment il voit ça, qui va donner son accord ou pas, tu sais. Fait que je vous dirais, là, c'est vraiment, comme je disais, d'être dans la bienveillance, de discuter avec le travailleur, de voir comment il voit ça, de comment vous pourriez l'aider, tu sais, à travers cette difficulté-là, en fait, qu'il vit dans sa vie, là. Effectivement. Est-ce que je pense qu'on a fait le tour des différentes questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste encore un peu de temps, donc gênez-vous pas. Faites-nous signe dans le clavardage si vous avez des questions par rapport à un ou l'autre des points qu'on a couverts aujourd'hui. Ah, une autre question ici. Pour impliquer les employés, comment inciter les employés à faire partie du comité? Moi, ça ne marche pas. Ah, ben ça, on l'entend souvent. Je ne sais pas si Marie, si tu veux y aller parce que tu es. Ah, misère. Ça ne sera pas une réponse facile. Non. On a montré tantôt un formulaire qui permet de peut-être aller chercher l'opinion des gens, de savoir comment, le formulaire de recrutement. C'est sûr qu'il faut leur montrer les avantages de faire partie d'un comité. Idéalement, bien sûr, il faut leur montrer qu'ils vont être rémunérés pendant cette période-là. Donc, parce que je pense que ça peut être un enjeu majeur à ce niveau-là. Puis de garder des traces de ce que vous faites parce qu'on ne sait pas encore de quelle manière la CNSST va intervenir dans des cas semblables. On est bien conscient qu'on ne peut pas tordre le bras de quelqu'un s'il ne veut pas faire partie du comité. Mais faire valoir vraiment les faits, là, ça va te prendre tant de temps durant l'année, puis de ne pas montrer ça plus gros que c'est en réalité. Se réunir 4 fois par année, si la personne est payée, ben, je pense que ça devrait peut-être être un motivateur. Mais encore là, ma réponse, je la trouve bien plate, là, mais on n'a pas beaucoup de leviers pour le moment. On va voir comment les inspecteurs de la CNSST vont traiter de ces questions-là parce qu'on se fait beaucoup poser la question et on va voir de quoi ils vont en retourner probablement plus à l'automne puis dans le courant de l'année prochaine. Mais chose certaine, comme employeur, prenez des mesures, montrez ce que vous avez fait, là, par exemple, afficher au mur que vous demandez des candidats, peut-être un courriel ou un mémo à tous pour dire on est en recrutement de comité. Fait qu'au moins, ça démontre que vous avez fait quelque chose en ce sens-là. Donc, voilà, ma réponse est malheureusement pas meilleure que ça pour le moment. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à... Est-ce que les représentants doivent suivre une formation spécifique? Et si oui, laquelle? Émilie, tu veux-tu répondre? Pardon, j'ai une petite difficulté. Je vais vous revenir à ce niveau-là parce que je sais qu'il y a certaines formations qui ont, peut-être qu'on pourrait revenir par courriel par la suite, Maryse. Oui, bien, ça dépend. Les représentants, vous parlez au niveau des représentants du comité ou les représentants en santé et sécurité au travail? Madame Drouin, peut-être préciser votre question. Actuellement, tant que le nouveau règlement, ce qu'on en sait de la loi, c'est qu'il y a des formations qui vont être prévues, mais on ne connaît pas encore qui va les donner, ces formations-là. Est-ce que ça va être permis par des entreprises privées comme nous, par exemple, ou si ça va être désigné par la CNSST, un peu comme la formation des secouristes en milieu de travail. C'est des entreprises qui sont désignées par la CNSST pour le faire. Donc, ils ont comme une espèce d'agrément pour le faire. Actuellement, on ne le sait pas encore. On sait qu'il devra y avoir une formation, mais ça va être dans le prochain règlement sur
les mécanismes de prévention que ça va être déterminé de façon plus précise. Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'indicateurs là-dessus. Nous, on a développé et on développe actuellement des formations en ligne là-dessus. Si vous êtes intéressé, on pourra vous en reparler après la rencontre. On a une formation sur le comité de santé et sécurité en ligne, entre autres. Autrement, malheureusement, il faut attendre le règlement sur les mécanismes de prévention. Alors voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à nos points, soit en prévention ou encore en indemnisation avec Josiane? Est-ce qu'un cadre peut faire partie du comité? Émilie, je te laisse aller avec celle-là. Ben oui, certainement. En fait, c'est que le comité doit être paritaire. Donc, il doit avoir des travailleurs et il doit avoir un représentant de l'employeur. Donc là, si on se réfère encore là, au règlement sur le comité, on a le nombre et tout ça. Mais oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment que ça soit paritaire, donc qu'il y ait les deux. Mais peut-être une précision à ce niveau-là, le représentant et l'agent, il ne doit pas être cadre, là, idéalement. Parce que je mets idéalement parce que je sais que ça va peut-être être difficile là, de recruter, mais qu'est-ce qui est demandé par la CNESST, c'est que le représentant ou l'agent, tout dépendant, ça doit vraiment être quelqu'un désigné par les travailleurs, parmi les travailleurs. Donc, un cadre ne pourrait pas être représentant ou agent. Cependant, au niveau du comité, oui, on veut un comité paritaire. Donc, on veut vraiment les deux parties là, qui fassent partie du comité. Oui. Bonne réponse. Nous avons plusieurs unités avec 2 ou 3 travailleurs par unité et nous avons 75 employés au niveau de la compagnie. Est-ce que nous faisons partie du multi-établissement? Bien, il faudrait voir votre situation à vous. Là, ce que je comprends, c'est que probablement que vous avez plusieurs unités avec 2 ou 3 travailleurs par unité. Donc, c'est quoi? Il y a peut-être des restaurants là-dedans. Il y a peut-être... Parce que, comme je précisais pour le multi-établissement, un des éléments, c'est que les activités doivent être de même nature. Donc, on doit vraiment s'assurer que les risques sont semblables et tout ça. Là. Fait qu'il faudrait vraiment... nombre aussi? Il n'y a pas le nombre de 20 travailleurs aussi par Ah, unité? ben oui, tu as bien raison. Ben oui, Oui, non, il ne faut pas David, tu as l'oublier, bien celui-là. raison. Oui, on revient, je rewind. Donc, non. Pour faire partie du multi-établissement, il faut que tous les établissements doivent compter plus de 20 travailleurs. Oui, pardon, j'avais oublié ce critère-là. Donc, pour le multi-établissement, c'est vraiment 20 travailleurs et plus. Merci, Maryse. Il y a tellement de détails que oui, des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. Là. Good. Multi-établissement entre hôtels de la même région. Je suis pas Ben, dans sûre. le fond, si on revient aux critères, probablement qu'est-ce que la personne veut dire, c'est qu'il y aurait plusieurs hôtels dans la même région. Est-ce qu'ils pourraient justement se prévaloir du multi-établissement? Donc, il faudrait revenir avec les critères que j'ai nommés tantôt. Donc, comme on vient de dire, tous les établissements doivent compter plus de 20 travailleurs. Ça doit être des activités de même nature, mais là, dans votre cas à vous, là, si c'est tous des hôtels, ça devrait fonctionner. Puis comme je disais, c'est juste que c'est ça, il va falloir voir parce que la CNESST, elle demande de considérer que, mettons, le représentant ou le comité doivent être capables de faire leur fonction adéquatement. T'sais. Fait que là, de la même région, s'il y a 4 heures ou des fois des régions éloignées, là, ça peut être un petit peu touché. Là. Donc, c'est de voir à ce niveau-là. Mais si on reprend là, les critères puis vous y répondez, là, ça devrait être conforme. Là. Ça ferait du sens. Ouais. Évidemment, ça dépend de la région. Il y en a des régions qui sont assez ça. étendues. Exact. D'autres questions pour nous? Il nous reste encore 5 minutes avec vous. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Non, ça semble plus... on pense avoir peut-être fait le tour. Good, ben merci infiniment pour votre participation. Avant qu'on se quitte, il y a une question dans le Q&A. Nous avons plusieurs disciplines, restaurant, hébergement, chalet, camping. Comment gérer mon comité de santé et sécurité? Oh, c'est une excellente question. Je vais aller lire
OK. Bien, dans le fond, c'est ça. L'idée du multi-établissement, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là, hein. Donc, c'est vraiment que l'employeur peut se prévaloir s'il respecte les critères, donc avoir un comité et un représentant. Mais c'est sûr que si, justement, c'est plusieurs secteurs différents, bien, peut-être que ça sera plus facile pour vous d'avoir un comité pour chaque secteur avec un représentant ou un agent, là, tout dépendant là, du nombre de travailleurs. Donc, Oui, il y a moi, aussi la notion d'établissement. Est-ce que c'est le même établissement qui, avec toutes ces activités-là? Je pense que la question est là. OK. Peut-être plus. Si c'est le cas, Mme Lorraine, on ne connaît pas votre entreprise, là, on ne sait pas quelle entreprise c'est, mais si c'est le même établissement physique, tu sais, genre, mettons un camping avec une location de chalet, un resto, une plage, tu sais, il y a plusieurs activités différentes, mais je pense que ça répond à la définition de c'est ça, c'est le même établissement. Donc, en principe, ce serait un comité, tout simplement, mais avec des représentants pour les fonctions les plus critiques. Ça, c'est le genre de questions qu'on va aborder dans le webinaire sur le comité, là. On va y revenir là-dessus. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous. On va en parler de ça, là. Good. Excellent. Je pense qu'on a encore une minute, encore une question, si je n'ai pas, avant qu'on fasse la conclusion du webinaire d'aujourd'hui. Oh, on semble avoir fait le tour pour cette fois-ci. Donc, avant qu'on vous quitte, il y a peut-être des gens dans la salle qui ne sont pas clients de la mutuelle de prévention. Si ça vous intéresse, on a mis un lien cliquable dans la présentation PowerPoint. Donc, vous pourrez cliquer ce lien-là pour remplir le formulaire et on va vous contacter pour vous expliquer, entre autres, quels sont les différents services. Vous voyez ici une courte description de notre site Internet, entre autres. Soit que vous pouvez nous contacter avec le lien ou encore carrément passer par votre conseiller ARQ. Donc, vous avez le numéro qui est affiché ici, le 1-800-463-4237. Donc, ça va nous faire plaisir de vous faire un suivi par rapport aux différents services qui peuvent être offerts dans le cadre de la mutuelle de prévention. Puis, une évaluation gratuite, donc ça ne vous engage à rien pour faire cette évaluation-là si vous êtes admissible aux conditions de la mutuelle de l'ARQ. Avant qu'on vous quitte, je vous remercie de la part de nos animatrices et participantes et je vais laisser le mot de la fin à Mme Dominique. Oui, merci beaucoup, Mesdames Desjardins, Raymond et Quintal. Ce fut très instructif. Pour vous, chers participants, participantes, nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, aux 2 autres webinaires à venir. Ils auront lieu les 2 et 15 juin prochains. Donc, surveillez votre boîte de courriel ou vos boîtes courriel. Là, les courriels indésirables aussi, parfois, ça rentre là-dedans. Donc, pour les communications à venir de notre côté, ce sera des rappels justement que ces webinaires-là vont avoir lieu. Donc, vous pourrez avoir les liens pour l'inscription aussi là-dedans. Notez qu'un sondage de satisfaction sera aussi envoyé dans les prochaines heures. Nous vous invitons à le remplir rapidement dès la réception afin de nous aider à nous améliorer. Donc, voilà ce qui met fin à ce rendez-vous. Nous vous remercions encore une fois d'avoir été parmi nous et nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente journée. Merci.